Bien, chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver. C'est notre 5e interview dans le cadre de Makaya Live pour le compte du club O2A. Et j'ai le plaisir d'accueillir un de ces assez récents membres, il faut le dire, mais vraiment un membre d'honneur, Monsieur Martin Ziguélé, qui est là, ancien Premier ministre de la Centrafrique, de la République centrafricaine, et qui a un parcours évidemment très important aujourd'hui, qui est toujours présent dans son pays, avec quelques idées futures dont il va nous parler. Et puis voilà, il a été l'auteur d'un livre également dernièrement, où il a donné sa vision pour la Centrafrique, un livre très très passionnant, qui parle beaucoup dans la Centrafrique. Mais aujourd'hui, nous devons parler, comme on le fait chaque fois, bien sûr, de l'extension de la pensée d'un grand homme politique comme ça, pour aller au-delà du pays dont il est originaire. Voilà. Alors, Monsieur le Premier ministre, cher Martin, merci d'abord d'être avec nous. Je suis très heureux de vous accueillir. Le parcours, vous avez été Premier ministre pendant de nombreuses reprises, on va dire, et candidat surtout à la présidence de la République, dont la dernière en 2020, mais la première en 2013, si je me souviens bien, n'était pas passé loin de la victoire, malheureusement. Mais bon, on ne va pas épiloguer sur ça, c'était avant, mais enfin voilà. Alors vous êtes toujours resté un homme d'union aujourd'hui et vous êtes très utile à votre pays dans ce cadre de cette union actuelle et future pour peut-être préparer l'avenir, hein, qui le sait. Donc nous allons faire un petit tour d'horizon. Bien sûr, je vais vous interroger sur la situation aujourd'hui de votre pays, la République centrafricaine, mais également sur les incidences que cela peut avoir pour l'environnement immédiat de ce pays et également plus largement sur l'Afrique en général. Bien, aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, quelle analyse pourrez-vous porter, ou quel flash, quel constat pouvez-vous porter aujourd'hui de la gestion du pays, aujourd'hui qui est quand même, on le dira, ça ne trahit pas de secret de personne, qui après le départ de la France depuis quelques années en termes militaires, la présence de la MINUSCA, dont vous allez peut-être nous parler aussi, qui a été si bien dirigée par notre cher ami commun Mankeur Ndiaye. Nous avons un régime présidé par le président Touadéra, qui manifestement, ce n'est un secret pour personne, est quand même très influé par la Russie et par l'organisation de Wagner. Donc, tout de suite, je vous demande, quelle est votre analyse là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez? Et quelle chance y a-t-il pour ce pays de reprendre, je dirais, une autonomie plus naturelle? Je vous remercie. Je voudrais d'abord vous dire toute ma reconnaissance d'avoir accepté que je fasse partie de cette prestigieuse association dont j'avais déjà entendu parler. Merci. Objectif Afrique Avenir. Le nom est tout un programme. Oui. Le nom est une philosophie aussi. Absolument. Voilà. Donc j'ai beaucoup de plaisir à y venir et à rencontrer des frères et des sœurs français, africains, de différents pays. On a plus d'Africains que de Français, hein, voilà, vous le savez. Plus d'Africains que de Français. Et on est très fiers. Donc je voudrais dire toute ma fierté d'être dans ce club. Par rapport à la République centrafricaine, mon pays, c'est un pays qui a des difficultés structurelles récurrentes, mais la quintessence tient au fait que l'État chez nous a été déconstruit peu de temps après l'indépendance sous Bokassa, qui a transformé le pays en empire. Vous en souvenez? Bien sûr, bien sûr. Et puis après lui, malheureusement, les différents régimes qui se sont succédés ont eu beaucoup de peine à imposer l'autorité de l'État. Puis après, en 2013, nous sommes tombés dans une guerre civile, il faut dire les choses, avec une transition et des élections qui ont eu lieu en 2015 sous la surveillance de la communauté internationale. Et ces élections, nous avons pensé qu'elles allaient permettre un nouveau départ au pays. Parce que le problème, c'est la qualité du leadership, la légitimité du leadership. Absolument. Et puis le devoir de reddition qui doit être un réflexe. Et donc, nous n'avons pas fait attention. Nous avons pensé à l'élection d'un président de la République, mais nous n'avons pas regardé la mise en place d'institutions de contre-pouvoir, c'est-à-dire une Assemblée nationale bien constituée, un conseil économique et social qui donne vraiment des conseils, une cour constitutionnelle qui est des magistrats vraiment indépendants et courageux. Nous n'avons pas regardé ça. Nous avons regardé l'arbre, qui est la présidence de la République pour laquelle
il y avait plus de 30 candidats. Mais personne n'a fait attention aux institutions. Nous sommes en train de payer le prix d'une démarche politique qui n'est pas crédible. C'est-à-dire, nous avons voulu avoir un président de la République dans toute son acception et tout son contenu dans un pays qui n'est pas encore véritablement un État avec les moyens régaliens, les marges de manœuvre d'action d'un État. Donc, nous avons eu 2016 des élections. Au sortir de ces élections, nous étions tous dans un genre d'union sacrée autour du président de la République. Mais très rapidement, nous avons vu que ce choix de politique publique revenait à la protection de sa propre personne. Et à la préservation et la perpétuation de son pouvoir. C'est malheureusement ce qui arrive. D'où l'accord avec les Russes. Et cet accord de coopération avec les Russes qui a été voté à l'Assemblée, pour laquelle moi-même j'ai voté. En fait, c'était un cheval de Troie pour l'arrivée des groupes Wagner en Centrafrique. Je suis le dernier Premier ministre du président Patassé. Pourquoi le Premier ministre Patassé a été renversé? Parce que les uns et les autres, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, nous reprochaient d'avoir sollicité l'appui de Jean-Pierre Bemba pour faire face à des tentatives de coup d'État à l'intérieur du pays. Cela nous a été reproché. Et donc vous comprenez que 20 ans après, nous ne pouvions pas accepter qu'on fasse venir des mercenaires pour préempter la vie politique, économique et militaire de la RCA. Donc aujourd'hui, la République centrafricaine s'est mise dans une situation difficile. C'est-à-dire un État qui demande le soutien et la coopération de la communauté internationale, mais qui va à l'encontre des grands principes qui doivent diriger un État. Un État n'utilise pas de mercenaires. Un État utilise son armée, un État utilise la coopération militaire avec d'autres États. Et donc, l'affaire Wagner, que d'aucuns pensent que c'est une affaire de politique, est plus grave que cela. Parce que les Wagner se sont installés au cœur de la République. Ils sont au cœur de l'état-major des forces armées centrafricaines. Ils ont pris en main le commandement militaire et politique de notre pays. Et les changements constitutionnels malheureux dont vous avez certainement entendu parler. Cette affaire de troisième mandat, parce que chez nous, ce n'est même pas un troisième mandat, c'est un mandat à vie. Oui, voilà. Est une manipulation politique des Wagner qui veulent simplement avoir un retour sur investissement dans un pays qu'ils contrôleraient de A à Z, dans un pays où il n'y aura pas de contre-pouvoir, dans un pays où il n'y aura pas d'opposition, dans un pays où on aura divisé les Centrafricains en Centrafricains d'origine et en Centrafricains d'adoption, dans un pays où on aura ramené le communautarisme, parce que créer deux catégories de citoyens dans un pays, c'est encourager le communautarisme. Bien sûr. Et donc toutes ces valeurs-là sont contraires à ce que nous... Mais pendant cette arrivée de Wagner, il y avait quand même une présence des Nations Unies à travers la MINUSCA, mais ça n'a pas pu empêcher cette mainmise, en quelque sorte, ce transfert de pouvoir. Oui, la MINUSCA est une mission... Parce qu'elle faisait bien son rôle quand même. La MINUSCA existe toujours, continue à travailler. Oui, elle toujours. Mais je dois vous rappeler pour l'histoire que lorsque les Wagner sont arrivés en Centrafrique, d'abord leur présence a été démentie par tous, y compris par les autorités. Et comme ils arrivent avec en fait tout un système de communication, de propagande j'allais dire, et vous avez vu dans la presse, on a instrumentalisé des jeunes, des marches dites spontanées pour remettre en cause la présence de la MINUSCA. La MINUSCA a résisté, et elle est là, mais il n'en demeure pas moins que le cœur de l'État, c'est Wagner. Ah ben oui, malheureusement bien. Alors, est-ce qu'on peut croire finalement à une... Comme ça, alors, on peut déborder aussi du simple cadre de la Centrafrique avec les autres pays qui sont concernés aujourd'hui par des atteintes à la démocratie, des coups d'État constitutionnels ou militaires, peu importe. Mais est-ce que vous pensez qu'en Centrafrique, on peut revenir à une certaine formation de démocratie locale ou centrafricaine, disons, ou non? Est-ce qu'il n'y a aucun espoir d'un jour, enfin vous êtes un homme politique, vous êtes un homme qui a été un homme d'union, au-delà de votre propre parti politique, et qui le restait. Est-ce que cette démocratie, un jour, viendra s'appliquer à la Centrafrique? Un ami, un compatriote centrafricain, avocat, m'a dit un jour, il m'a dit, Martin, si tout le monde est d'accord pour dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité,
et que l'humanité est partie de l'Afrique vers l'Égypte, puis vers la Grèce antique. Les Grecs ont historiquement découvert la démocratie, mais venant d'Afrique, donc, le berceau de la démocratie est génétiquement africain. Donc, je ne crois pas au discours fataliste. Je pense que, pour ce qui concerne la République centrafricaine, nous avons eu une histoire difficile qui est due à la disparition, je crois, du président fondateur Barthélémy Boganda, qui était d'une autre facture intellectuelle et politique. Et après lui, il y a des personnes de qualité inégale, en fait, qui regardaient leurs intérêts par rapport à l'intérêt de l'État. Donc c'est pour ça que je pense que on ne peut pas être pessimiste et faire de la politique. On fait de la politique parce qu'on a un certain optimisme, sans être naïf, que la lutte sera difficile. Mais c'est cette voie-là qui permettra aux hommes et aux femmes de vivre dignement dans leur pays, la démocratie. Si vous me permettez, je vais faire une digression. Ce qui se passe en Guinée, au Mali, justement, ça m'intéresse que vous en parliez. Au Burkina, au Niger, pour moi, ce sont des boursouflures temporaires de cette pendule-là, ce cycle de la vie, qui oscille, qui va vers le haut, qui va à droite, puis qui va à gauche. Nous sommes dans une phase, j'allais dire, baissière de la démocratie, mais personne ne peut me convaincre qu'un carteron d'officiers qui n'ont aucune légitimité populaire, qui n'ont aucune culture de reddition, et encore plus dans l'armée, puissent trouver les réponses qu'il faut aux problèmes réels de nos pays. C'est en approfondissant la démocratie, c'est en approfondissant la notion de l'intérêt général. Absolument. Et de la culture de reddition que nous pouvons faire progresser le bien-être des populations africaines. Parce que l'objectif de la démarche, c'est quand même d'améliorer le sort des populations. C'est le peuple. De les protéger. Que les enfants aillent à l'école, qu'ils fassent des bonnes études, qu'ils trouvent du travail, qu'on mette en valeur l'agriculture, l'élevage, qu'on crée des industries. Et ça ne peut se faire que s'il y a des écoles, et ça ne peut se faire que s'il y a des États, ça ne se peut que s'il y a de la sécurité. Et je ne peux pas être convaincu qu'un carteron de colonel puisse faire cela en temps record, parce que ce n'est pas leur rôle, ils n'en ont pas la culture, ils n'en ont pas l'expérience, et parfois je me demande aujourd'hui s'ils en ont la volonté. Parce que personne ne parle de retour à l'ordre constitutionnel dans ces pays-là qui sont des cas malheureux. Si on était sûr qu'il pouvait arriver à quelque chose, je me souviens, vous avez parlé de la Guinée, lorsqu'il y a eu ce dernier coup d'État en Guinée, certains se réjouissaient qu'il puisse y avoir un changement, enfin, qui profite au peuple. Et monsieur le général ou le colonel Doumbouya a été accepté dans ça. Mais au bout de X mois, quand on s'est aperçu que rien n'avançait, à ce moment-là, il y a eu de la déception, et aujourd'hui le peuple est toujours rendu au même endroit. Alors que s'il y avait cette démocratie dont vous parlez, et cette avancée politique réelle, on mettrait en œuvre tout ce dont les pays africains, et je ne suis pas de leçon à personne, parce qu'en France c'est pareil, on a le même problème, priorité à l'éducation, à la santé, à la vie de l'entrepreneuriat, du secteur privé, de créer des emplois dans les pays concernés. Et la France n'échappe pas, bien entendu. Mais tant qu'on n'aura pas fait cet effort de mettre au pouvoir des gens sur le vote des autres, du peuple, on n'arrivera jamais à l'application de ces politiques-là, de ces objectifs-là qui sont essentiels pour la vie des pays. Vous avez parlé de l'agriculture, quand on vient dans certains pays, y compris au Sénégal, où j'étais ce matin avec l'ambassadeur du Sénégal, il y a de telles possibilités de rénover ou de revoir cet équilibrage entre agriculture et industrialité, ou urbanisation, ruralité, urbanisation, agriculture et industrie. Tout ça, c'est ça les bases de la réflexion. Absolument. Alors il y a des gens de bonne volonté comme vous, qui est un homme qui a ce volontarisme politique, qui doit être intéressant pour les pays comme les Cellou Diallo en Guinée ou d'autres ailleurs, on ne va pas les citer maintenant, c'est pas le lieu. Mais voilà, donc je vous remercie de ça. Alors maintenant, je ne peux pas résister au plaisir de vous demander votre relation ou la relation de votre pays avec la France, avec l'Europe. Est-ce que vous mettez ça sur le... Bon, je ne dis pas qu'il n'y peut y avoir que ça, attention, hein, moi je ne suis pas de cet avis-là, et chacun peut être utile à sa place, et il y a de la place pour tout le monde, avec peut-être des spécialisations. Mais est-ce que vous y croyez, vous, à la reprise d'une certaine activité relationnelle entre la France, l'Europe et la Centrafrique,
ou la zone de Centrafrique tout court, hein, avec les pays comme les autres, République démocratique du Congo, Gabon, etc. Enfin, tout ce que vous connaissez. Est-ce qu'on y croit? Vous savez, moi je suis Vous êtes optimiste, moi je sais. Je suis entré à l'université en 1975, Bokassa était empereur, était président à vie. Oui, président à vie. Il est devenu 2 ans après empereur. Et je me suis engagé dans la lutte politique avec le MLPC, j'avais 22 ans. J'en ai 66 aujourd'hui, je n'ai pas changé de parti. Et j'ai des convictions. Et parmi ces convictions, c'est celle de la relation, j'allais dire, comme on me l'a appris au petit séminaire, une relation ontologique avec la France. L'histoire, nous la faisons par les actes que nous posons. Et nous sommes héritiers aussi de notre histoire. Nul n'effacera dans l'histoire de nos pays que nous avons été colonisés par la France. Est-ce que c'est un signe d'intelligence lorsque vos parents vous ont donné la naissance, que vous avez grandi, que vous êtes adulte, vous en êtes à reprocher à vos parents de ne pas vous avoir donné telle chose quand vous aviez 2 ans. Maintenant que vous êtes adulte, je le dirais dans un très mauvais français, do it. C'est à nous, pays africains, dans notre relation qui doit être décomplexée et assumée avec la France. C'est le discours que je tiens partout. Je dis, moi je suis francophone. J'aurais pu naître au Nigeria, j'aurais été anglophone. Oui. Ça fait partie, si vous voulez, de ce qui m'a été transmis. Mais qu'est-ce que moi je fais pour que, à partir de l'environnement qui est le mien, que je ne peux pas changer, puisque c'est de l'histoire, pour faire en sorte que cela profite à nos 2 peuples et à nos 2 pays, dans une relation intelligente. Je n'ai aucun complexe là-dessus. Aucun. D'ailleurs, je veux vous dire une chose. Beaucoup de gens vont critiquer ce que je veux dire, mais c'est vrai. Mais regardez ce que nos jeunes font. Chaque fois qu'ils en ont les moyens, ils traversent les déserts. Ils arrivent en Libye. Ils arrivent en Tunisie. Ils arrivent sur les côtes marocaines. Ils vont vers les Canaries. Ils veulent venir là où la propagande officielle présente des choses comme un enfer. C'est quand même notre jeunesse, c'est-à-dire notre sang, qui veut aller dans cet enfer-là. Pourquoi? Parce que nous passons notre temps à chercher à poser des faux problèmes face à des réalités qui sont dures. Un pays, ça se développe. Un pays, ça se construit. Et cela se fait avec des moyens. La politique consiste à investir votre intelligence pour mobiliser le maximum de moyens possibles pour développer votre pays. Et vous pouvez le faire en commerçant et en gardant de bonnes relations avec les pays qui vous connaissent le mieux. Et pour ce qui me concerne, notamment la France, je ne vois pas où est le problème. C'est le contraire qui constitue des problèmes. Et je ne veux pas que cet entretien se transforme peut-être en ce que quelqu'un peut considérer comme un réquisitoire. Mais vous avez vu des visites d'État qui se font récemment en France. Après qu'on ait entendu des discours les plus violentes contre l'Occident, etc., dans mon propre pays. Mais les gens viennent à Canossa à pied. Aujourd'hui, pour dire, bon, mais nous sommes là, nous voulons ceci, nous voulons cela, parce que, et je vais peut-être finir cette question là-dessus, lorsque vous étudiez l'économie de développement, les plus grands théoriciens ou les meilleurs théoriciens de l'économie de développement disent que lorsque vous voulez faire reculer la pauvreté de moitié dans un pays, vous devez consacrer sur une période de 20 ans, 20-25 ans, sans interruption, au moins 25% du budget public et privé des entreprises dans des investissements. Pendant 20-25 ans, il faut que l'équivalent de 25% du PIB de votre pays soit investi de manière continue. Et c'est au bout de cette période que vous pouvez faire reculer la pauvreté dans une fourchette de 50% au moins de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez que la population d'un pays sorte de la pauvreté, il faut au moins sur 50 ans, c'est-à-dire sur 2-3 générations, il faut que vous investissiez l'équivalent de 25% de la richesse nationale. Investissement public, investissement privé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que l'État mobilise de plus en plus de moyens, de ressources domestiques. Ça veut dire qu'il faut que l'État soit modernisé et soit debout. Il faut également que le secteur privé contribue. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un secteur privé qui investisse et qui en ait les moyens. Donc ça vous donne les 2 axes d'une politique intelligente
pour au moins faire sortir votre population de la misère. Mais le reste, c'est des plaidoyers pro domo. Des gens qui arrivent au pouvoir, qui veulent s'y incruster, qui ne savent pas comment faire et qui manipulent l'opinion parce qu'on sait que l'éducation n'est pas la chose la plus courante et ils mettent ça sur le dos de la France ou des États-Unis ou je ne sais pas d'où, de qui, etc. Non, le problème n'est pas là. Le problème c'est que qu'est-ce que nous faisons de nos pays? Qu'est-ce que nous faisons pour utiliser les opportunités que nous offre l'histoire et les relations internationales pour faire en sorte que nos pays, nos populations puissent avoir l'espérance que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Il me semble que c'est ça l'objectif de la lutte politique. Absolument, c'est très important ce que vous avez dit. Moi j'estime que c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, que ce soit pour la Centrafrique, que ce soit pour les autres pays. Et les deux mots que je retiens là-dedans, c'est le secteur privé, effectivement, est-ce qu'il est encore existant et motivé en Centrafrique par exemple, comme il peut l'être dans d'autres pays. Le secteur privé qui a beaucoup à apporter à cet entrepreneuriat, notamment des jeunes qui sont en attente, etc. Et le deuxième mot auquel qu'il ne faut pas oublier, ce matin j'en parlais avec les maires du Sénégal qui étaient à Paris, là, avec l'ambassadeur du Sénégal, la coopération décentralisée. C'est en cela que je pourrais dire, j'aimerais que la Centrafrique, et je pèse mes mots, exploite, entre guillemets, encore la France, parce que il y a beaucoup à faire là-dedans, et à bon compte, je dirais. La coopération décentralisée des villes, moi j'étais adjoint au maire pendant un temps, on m'occupait de ces questions de coopération internationale décentralisée. Il y a des budgets possibles, mais des choses extrêmement concrètes pour améliorer la propreté de la ville ou l'évacuation des déchets ménagers, enfin des choses extrêmement concrètes. Ils sont importantes, mais il faut que les gens en aient envie un tant soit peu, parce que tout est là. Tout est là dans cette motivation du peuple et motivation du privé. Derrière, il y a évidemment l'entreprise et l'effet public, national. Voilà. Sachant qu'un pays comme la Centrafrique est un pays riche, et potentiellement riche, comme bien d'autres pays africains, hein, je parle souvent de ça, encore une fois, avec la Guinée, notamment, entre autres, puis le Sénégal, tout ça, il y a des richesses. Mais il faut que tout cela bénéficie au peuple. Finalement, on enforce des portes ouvertes, en compte qu'elles sont parfois fermées. Mais tout est pour les peuples. Absolument. Et vous êtes de ceux qui partagez ce discours et je vous remercie d'avoir... Et qui porte cette espérance. Je le sais, vous êtes un volontaire, vous avez ce que vous avez appelé le cri d'alarme que vous poussez dans votre interview récente que j'ai vu également, ou dans votre livre. Eh bien c'est ce qu'il faut, il ne faut pas avoir peur de ça et garder votre optimisme, parce que vous avez encore un rôle à jouer, non seulement pour la Centrafrique, mais pour l'Afrique tout court, parce que vous êtes de ceux, c'est pour ça que vous êtes à notre micro aujourd'hui, parce que moi je ne prends pas n'importe qui au micro, hein, vous êtes de ceux qui donnent espoir à l'Afrique. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Premier ministre, vraiment je crois qu'on va diffuser votre interview, et il faut que vous parliez, y compris en France, parce que les gens ont intérêt à vous entendre. Juste un mot pour l'histoire, parce que je voudrais qu'on se sépare sur les informations réelles et actuelles. La République centrafricaine est l'un des rares pays en Afrique où, depuis l'indépendance, il n'a jamais été organisé d'élections locales. Par exemple. 63 ans d'indépendance. La seule fois où on a tenté de faire des élections locales, c'est en 1986 et on n'est pas allé au terme. Ça veut dire que même l'organisation de la démocratie sur une base locale n'existe pas. Et pendant ce temps, l'État prévoit 3 milliards pour changer de constitution, pour que le président de la République puisse rester éternellement. Dans les villes, comment ça se passe alors? Comment ça se passe dans les villes? Les maires sont nommés par décret. D'accord. Et on les appelle les délégations spéciales. Je tenais à donner cette information. Ouais, non, c'est important. Vous voyez, moi je le savais pas, par exemple. Ça fait partie des chantiers que la démocratie doit nous permettre de faire avancer. Très bien. Écoutez, j'étais très heureux de vous accueillir. Vous accueillir vos amis. Il y a votre fils qui est avec nous, je le dis à notre micro, parce que ça a été un plaisir de rencontrer votre directeur de communication qui est là avec nous. Et merci de nous avoir consacré ce temps. Je vous souhaite une bonne fin de séjour à Paris. Mais merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Voilà, cher ami. Merci. Je vous donne la main. Merci. Merci à tous. Au revoir et bonne journée. Merci. Au revoir.